Bonjour et merci Fimad de nous rejoindre dans ce programme d'entretien de Maïs et de la santé. Rencontre, échange, un nouveau numéro pour parler une fois encore de l'actualité ou en tout cas d'un thème assez intéressant et très évocateur. Il y a de cela 20 ans, naissait le traité de Rome qui a donné naissance à son tour à la CPI, la Cour pénale internationale. 20 ans après, quelle est la portée, le sens et quel bilan peut-on faire de cette juridiction internationale? Est-ce qu'elle a atteint ses objectifs? Est-ce que les pays qui sont donc partie prenante du traité de Rome sont-ils satisfaits du résultat de cette Cour? Et qu'a-t-elle pu faire en 20 ans d'existence? Pour en discuter, je reçois pour vous Maître Sylvain Kofi Atomesan. Il est avocat à la Cour, avocat inscrit à la CPI, donc à la Cour pénale internationale. Il est aussi au tribunal de sport. Et donc, il est le président de SICA. Et c'est avec lui qu'on va réfléchir sur cette instance juridictionnelle internationale, la CPI. Maître, merci d'accepter notre invitation. Merci de nous avoir invités. C'est cela. Alors, il y a 20 ans, il y avait le traité de Rome qui donnait à son tour naissance à la CPI, la Cour pénale internationale. Vous êtes avocat inscrit donc à ce tribunal international. Alors, maître, pour commencer, vous faites un bref aperçu historique de ce traité et a donc accouché la CPI. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec la création de l'Organisation des Nations Unies, qui avait dans sa charte pour objectif principal de préserver la paix, de consolider la solidarité entre les peuples, de garantir les conditions d'une justice et d'une protection et d'une promotion des droits de l'homme, les initiateurs du projet onusien avaient estimé qu'il faille tout faire pour que les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale ne puissent guère se répéter. Oui. Et alors, ils ont d'abord commencé par juger les auteurs des crimes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment aux tribunaux de Nuremberg en Allemagne et de Tokyo au Japon. Mais ces tribunaux étaient des tribunaux dits exceptionnels, dits ad hoc, qui ont juste jugé les auteurs, c'est-à-dire les vaincus de la guerre. Pour autant, on a constaté que la violation des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme n'ont guère cessé dans beaucoup de pays, sur de nombreux continents, et spécifiquement en Amérique latine et en Afrique. Or, les violations des droits de l'homme sapent la paix, sapent la cohésion internationale et constituent des sujets de préoccupation majeure pour l'ensemble de la communauté internationale chaque fois que l'Organisation des Nations Unies tenait son assemblée générale. De l'autre côté, le Conseil de sécurité, qui était émaillé par des courants divers du fait de la guerre froide, ne permettait pas de prendre en charge les autres criminels qui continuaient par sévir sur ces continents. C'est le cas des tribunaux spéciaux du Rwanda et de Yougoslavie, puisqu'il y a eu d'énormes violations des droits de l'homme, même des génocides qui ont donné lieu à des pertes humaines et matérielles. Et donc, à partir de ces violations, et à partir des mouvements, des organisations de la société civile internationale, telles que Amnesty International, la FIDH, Human Rights Watch, ainsi que d'autres, on a commencé par réfléchir à une justice internationale qui va lutter contre l'impunité. Parce que et cette justice internationale ne distinguera pas les dirigeants des gouvernants. À partir du moment où vous avez été aux affaires et vous avez donné des instructions pour que se commettent des violations des droits de l'homme, il fallait trouver les moyens de vous poursuivre. Les exemples des tribunaux spéciaux de Yougoslavie et de Rwanda ont montré leurs limites. Et alors, les organisations de la société civile et certaines personnalités du monde politique ont estimé qu'il était temps de doter l'humanité d'une institution judiciaire internationale permanente, puisque les deux tribunaux dont je parlais sont des tribunaux ad hoc, qui avaient des missions, des mandats précis, dans une durée, et qui portaient sur des crimes qui ont été commis
un certain nombre, à une certaine époque. Donc il fallait dépasser cela. Et ils ont commencé par créer les caractères imprescriptibles de certains crimes. À partir du moment où ces crimes étaient imprescriptibles, c'est-à-dire on ne pouvait pas les amnistier, on ne pouvait pas les oublier, il fallait créer une instance judiciaire supranationale qui pouvait donc juger les gens. Ainsi, le 17 juillet 1998, à Rome, se sont réunis 168 États et plusieurs organisations de la société civile. J'ai eu le privilège d'assister à cette conférence en étant membre de la coalition des ONG pour la Cour pénale internationale. Donc j'ai participé au débat et je crois que dans la délégation togolaise, il y avait le ministre, le garde des Sceaux actuel, M. Puis Agbetomé. Nous étions les deux Togolais qui avons eu le privilège d'assister à ces débats. Et pendant des nuits, on s'est battu pour que le traité de Rome soit voté. Et le traité de Rome a voté et a institué ce que nous appelons aujourd'hui le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. Donc c'était un long chemin, n'est-ce pas? Un chemin au long couteau, un chemin de longue haleine, une bataille féroce entre les anti-CPI et les pro-CPI. Déjà à l'époque, il y en avait. Il y en avait beaucoup. Il y avait la Chine, il y avait les États-Unis. D'ailleurs, les deux pays n'ont jamais ratifié le traité n'ont jamais signé le traité de la CPI. Il y avait beaucoup de pays, beaucoup d'Africains au début, beaucoup de pays africains au début, s'étaient opposés à la CPI. Mais après, ce sont les Africains qui ont pris le devant. Beaucoup de chefs d'État africains d'alors, parce que nous étions dans les mouvements de renouveau démocratique dans nos pays. Donc beaucoup de chefs d'État s'étaient convertis aux vertus démocratiques en ce moment et avaient estimé qu'en accompagnant le processus de la CPI, ils pouvaient obtenir un certain nombre de crédits par rapport à la communauté internationale. Et ils ont accompagné les Africains. Beaucoup d'Africains ont donné des experts qui ont travaillé sur le projet de la CPI. Et comme je l'ai dit, je faisais partie des experts de la coalition des ONG pour la CPI. Nous avons tenu des réunions aux États-Unis, des réunions au Kenya, des réunions un peu partout pour pouvoir faire passer l'idée de la CPI dans l'esprit de beaucoup de citoyens. Malgré cela, il y a eu des réticences de la part des grandes puissances comme la Russie, comme l'URSS dans le temps, comme les États-Unis, comme la Chine, les Français qui sont allés avec un peu de réserve, avec un peu d'hésitation. Par contre, des pays comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, comme le Danemark ont été les pionniers de la Cour pénale internationale lorsque ça a été créé en 1998. C'est cela. Donc, 20 ans après, mettre à la réflexion, est-ce que vous pensez que les idéaux, les objectifs qui étaient assignés à cette instance juridictionnelle internationale sont-ils en marche? On ne peut pas dire tout de suite faire un résultat, parce que ce n'est pas encore à son achèvement. D'emblée, je voudrais vous dire que je suis farouchement contre ceux qui pensent qu'il faut abolir la CPI, qu'il faut que la CPI disparaisse. D'emblée, ce sont des apprentis sorciers qui veulent se reconvertir dans les violations des droits de l'homme, qui imaginent. Parce que vous savez que... Donc, peut-être c'est à cause de oui, maintenant, fonctionnement. Maintenant, si je reviens à votre question, vous savez, la CPI, c'est une entreprise humaine qui est animée par des hommes avec leurs faiblesses, avec leurs convictions, avec leurs limites. Et derrière les puissances. Et derrière les puissances, parce que la première faiblesse de la Cour pénale internationale, c'est le refus des grandes puissances de signer le traité de Rome. C'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse... Et rien ne les oblige, c'est ça? Oui, parce qu'il y avait en face des engagements internationaux la notion de souveraineté des États. Chaque État était jaloux de sa souveraineté et ne voulait guère s'engager. Mais quand on étudie ces pays qui refusaient d'adhérer à la CPI, c'est parce qu'ils estimaient ils ont créé chez eux les conditions d'une justice impartiale, d'une justice normale, qu'on n'avait pas besoin d'amener les citoyens américains à la CPI pour les juger. Quand un Américain a commis un crime de guerre quelque part et que cela est avéré, il y a les tribunaux américains qui pouvaient les juger. Par contre, dans nos pays africains, les juridictions étaient assez partiales
était personnalisée à telle enseigne que la CPI devenait l'épée de Damoclès qu'on pourrait se pendre à notre tête. En gros, la CPI n'a pas atteint les objectifs qu'on lui a assignés parce qu'aujourd'hui, le caractère universel de sa compétence ne s'apprécie guère parce qu'aujourd'hui, la plupart des clients à la CPI sont d'origine africaine. Oui. Alors qu'il y a des crimes qui sont commis dans d'autres pays. Le crime effroyable qui a été commis dans l'ancienne Libye par le gouvernement de M. Nicolas Sarkozy est un crime qui est passible de la Cour pénale internationale, même si il a reçu l'onction d'une certaine recommandation de l'Organisation des Nations Unies pour aller guerroyer en Libye et tuer un chef d'État. Je crois qu'il y a des actes qui ont été commis en Libye qui doivent être passifs des poursuites devant la CPI. Et nous gardons espoir que face aux critiques qui sont faites à la CPI, on pourrait désormais engager des procédures contre l'ancien chef d'État américain, M. George Bush, pour tout ce qui a été fait en Irak, contre Nicolas Sarkozy et ses amis qui ont commis des crimes en Libye. On pourrait engager donc le caractère universel de la Cour pénale internationale s'est amenuisé, s'est étiolé du fait que les clients depuis 20 ans devant la CPI ne sont que d'origine africaine ou n'ont commis que des crimes en Afrique. Alors vous trouvez donc justifier cette revendication, cette volonté des pays africains sous le couvert de l'UA de se retirer de la CPI? Non, il y a eu un vif débat autour il y a quelques années. Non, je crois que c'est un faux débat, c'est un pis-aller. Si les chefs d'État africains ne veulent pas être déférés, parce que il ne faut pas oublier que la compétence de la CPI est une compétence de complémentarité. C'est lorsque les juridictions nationales se déclarent incompétentes, et n'ayant pas les moyens pour poursuivre, le cas en Côte d'Ivoire, par exemple, le cas en Côte d'Ivoire, pour poursuivre les criminels de guerre, que l'on peut envoyer les gens à la CPI ou que la CPI voit sa compétence établie. Mais lorsque un pays dit que j'ai toutes les conditions, j'ai les juridictions appropriées, j'ai les conditions appropriées pour pouvoir juger ces criminels, la CPI ne s'en mêle pas. Donc, cette compétence-là ne peut jouer que lorsque il est avéré que les pays dont sont originaires les criminels où ont été commis les crimes ne sont pas capables ou s'avouent incapables de poursuivre les gens. Et donc, aujourd'hui, si les États africains veulent sortir de l'étau de la CPI, il faut qu'ils mettent en place des juridictions modernes aux standards internationaux universellement admis pour pouvoir juger les criminels chez eux. Lorsque la question s'est posée en Côte d'Ivoire et que M. Ouattara et son gouvernement ont envoyé M. Gbagbo à la CPI, les autres fois, il a refusé d'envoyer les autres personnalités qu'on demandait et a accepté de les juger en Côte d'Ivoire. Le cas de son épouse, par exemple. Le cas de Simone Gbagbo a été jugé en Côte d'Ivoire. Donc, et cela aussi pose un problème. Est-ce qu'un pays peut extrader ou envoyer son national vers une juridiction internationale? Il se pose également cette question. Et je crois qu'il faut éviter que la CPI soit également la justice des vainqueurs. Des gens qui ont guerroyé et qui ont pris le pouvoir. Et les plus forts qui choisissent d'envoyer leur adversaire à la CPI pour pouvoir s'en débarrasser. Donc, ce débat sur la sortie de la CPI ne se pose pas, ne se justifie pas, parce que la CPI n'intervient que lorsque nous ne jugeons pas nos criminels. Mais si des gens sont auteurs de torture avérés et qu'on refuse de les juger en simulant ou en estimant que tout ça, en faisant des acrobaties, des gymnastiques intellectuelles, la CPI saisie par les organisations de la société civile ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies peut se saisir de ce cas et demander qu'on lui présente les tortionnaires. Parce que, je rappelle à vos téléspectateurs que la torture est aujourd'hui devenue un crime imprescriptible. Mais si notre code pénal punit, par exemple, le crime de torture, pourquoi nous ne pouvons pas déférer les tortionnaires devant les tribunaux togolais? Si on refuse de le faire, eh bien les victimes de ces crimes peuvent trouver les moyens de saisir la CPI et la CPI peut ouvrir un procès. De l'autre côté,
il ne faut pas aujourd'hui dire que c'est parce qu'on n'envoie que les Africains devant la CPI que le problème se pose. Il y a aujourd'hui des poursuites qui sont en train d'être engagées dans les pays de l'Amérique latine, comme au Mexique, comme en Colombie. C'est parce que certains procès sont retentissants et sont médiatisés. D'autres ne le sont pas. Donc à partir de ce moment-là, donc moi, d'emblée, je dis que le débat sur la sortie de la CPI ne se justifie pas. Mais en même temps, il faut changer le fonctionnement de cette cour. On ne peut pas comprendre que pendant 20 ans, ce sont les Africains qu'on a poursuivis et que les avocats africains qui sont traités comme des moins que rien. Les gros dossiers sont confiés à des avocats occidentaux qui en font leur chou gras et qu'on demande aux avocats africains, par exemple de la RDC, du Kenya, du Togo, nous sommes 2 au Togo à être inscrits à la CPI, de la Côte d'Ivoire, Maître Afang Bédi. On nous sollicite que pour assister les témoins pour faire un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est les clients. Oui. Concrètement, alors comment devient-on avocat inscrit à la CPI? Comment ça se fait? Vous avez 10 ans de pratique de barreau. Dans votre pays, oui. Vous saisissez le greffe de la CPI d'une inscription avec votre CV. Que vous demandez vous-même. Que vous demandez votre CV et l'étude de votre dossier, le parcours et tout ça. Et je signale que Benoît Afang Bédi et moi ne sommes pas les seuls à avoir candidaté devant la CPI. C'est pour le moment nos 2 dossiers qui sont retenus, lui depuis une dizaine d'années, moi depuis 5 ans. Et que, donc, lorsque on fait une étude de votre dossier pendant 1 an, 2 ans, heureusement que sur ce plan-là, ce n'est pas le Togo qui nous envoie. Parce que si c'est le gouvernement togolais qui devait nous envoyer à la CPI, Afang Bédi et moi, on n'y serait jamais. Parce que, pourquoi? Oui, ben parce qu'on considère que nous ne sommes pas nous n'avons pas la bonne tête pour être, parce que je dis en passant que j'avais été sollicité pour siéger au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Mais le gouvernement togolais n'a jamais diligenté mon dossier devant les instances. Je dis ça entre parenthèses. Donc, c'est des demandes, des démarches individuelles que l'on fait pour pouvoir être inscrit à la CPI. C'est cela. Oui. Et dans l'espèce, comment ça se passe en la matière? Donc, quand il y a une affaire, on vous sollicite, on vous appelle. Oui. Tout à l'heure, vous dites que vous n'êtes pas, on ne vous confie pas de gros dossiers. Oui. D'abord, c'est le client qui choisit ses avocats. Oui. Maintenant, comme la procédure est assez longue et assez scientifique, à la CPI, il y a ce que nous appelons les témoins assistés. Les témoins qui ont besoin d'être assistés, les témoins qui ont besoin d'un conseil d'avocat. Qui ont besoin d'un conseil, les témoins qui ont besoin d'être accompagnés, préparés, qui ont besoin d'être préparés. Par exemple, sur le dossier de la Côte d'Ivoire, les témoins, les victimes vulnérables, comme on les appelle, ont besoin d'être assistés d'un avocat ou des avocats qui les préparent aux auditions à la CPI, parce que lorsqu'il faut, le procureur de la CPI se déplace par exemple en Côte d'Ivoire ou au Mali pour pouvoir écouter les témoins et les victimes avant qu'on puisse les envoyer à la haie. Donc il faut la présence d'un avocat qui les assiste, qui leur donne des conseils appropriés, qui leur montre comment la CPI fonctionne et qui peut les assister. Et lorsque même le procureur ne prend pas en compte suffisamment leur déclaration, leur témoignage, que l'avocat puisse rappeler un certain nombre de choses. C'est ce que nous appelons les témoins vulnérables que nous assistons lorsqu'on nous demande. Et la CPI vous envoie, lorsque c'est dans votre région, par exemple, moi je suis la région ouest-africaine, et Afang Bédi aussi, c'est en Côte d'Ivoire ou c'est au Mali, la CPI vous demande si vous êtes disponible pour assister pendant 1, 2 semaines, 3 semaines des témoins vulnérables, des victimes, c'est en ce moment-là. Et la caractéristique de la CPI, c'est que les victimes sont entendues. Les victimes sont écoutées. Alors que dans les autres juridictions d'antan, les victimes sont laissées pour compte. Les victimes peuvent venir, peuvent être assistées, peuvent demander des dédommagements. On a créé un fonds pour l'indemnisation des victimes au niveau de la CPI. Mais malheureusement, ce fonds peut s'amenuiser parce que les grandes puissances commencent par
se désengager de la CPI. Qui peut porter plainte devant la CPI? Là, je vais vous lire je vous rappelle que 120 pays ont ratifié le statut de Rome à ce jour et qui viennent de l'Afrique, de l'Asie. Non, le Togo n'a pas signé le statut de la CPI. C'est ça. Non, le Togo n'est pas signataire. Oui. Donc, la CPI, on dit qui peut, vous dites qui peut saisir la CPI. Oui. On dit que la Cour a compétence. Lorsqu'un État devient partie au statut de Rome, cet État peut saisir la CPI. Même contre un État qui n'est pas membre de la CPI. Le Conseil de sécurité peut saisir la CPI. Les organisations de la société civile peuvent saisir la CPI en cas de crime. Et ce n'est pas tous les crimes qui sont portés devant la CPI. Il y a les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de torture, les crimes de viol. On est en train de penser également les crimes environnementaux. Nous demandons que les crimes économiques également, ceux qui pillent leur pays, qui dévastent leur pays, qui confient des contrats faramineux à des étrangers pour piller leur pays, nous voulons que ces crimes-là également soient portés devant la CPI. Donc ce sont ces faits-là qui sont portés devant la CPI. Et la CPI peut s'auto-saisir? La CPI, lorsque des violations des droits de l'homme sont commis dans un pays et ont atteint un certain niveau, la CPI peut engager, peut envoyer, peut demander à un État de faire une mission pour venir apprécier l'état des droits de l'homme. Mais l'État peut refuser la situation des droits de l'homme. L'État peut refuser, surtout si l'État n'est pas membre du statut de Rome. Par exemple, la CPI ne viendra pas enquêter au Togo, puisque le Togo n'est pas membre du statut de Rome. Bien, merci, Maître Ato Messa. Nous sommes dans rencontre-échange, l'entretien, émission entretien sur l'état santé. Nous parlons des 20 ans de naissance de la CPI. Et Maître Sylvain Ato Messa est donc mon invité pour réfléchir sur cette instance juridictionnelle internationale qui donc travaille maintenant il y a 20 ans. C'était donc en juillet 1998. Alors, parlons des juges qui siègent à cette instance-là. On a parlé de Campo, on a parlé, actuellement c'est Bensouda. Bensouda, c'est le procureur. C'est le procureur, voilà. Oui, c'est le procureur. Comment sont-ils désignés et à quel degré de compétence pour être à la tête de cette juridiction internationale? La CPI est composée de 2 chambres. Une première chambre qui s'occupe des dossiers, je donne un schéma, c'est la première instance, et la chambre d'appel. Vous verrez qu'il y a le premier niveau, le premier degré de jugement qui a condamné Bemba, et la chambre d'appel a déclaré qu'il était non coupable. Oui. Donc la CPI est composée de magistrats venus des pays de tous les continents, d'Afrique. Donc l'actuelle présidente de la CPI est une Espagnole, et une des vice-présidentes est une Béninoise, Madame Alapini Reine Gantin. Et le procureur, parce que la CPI est comme un tribunal normal. Il y a le parquet, c'est ce que nous appelons le procureur de la CPI, qui est Madame Bensouda, qui est de Gambie, qui a remplacé M. Ocampo. Le bureau de la CPI, le bureau du procureur est composé de nombreux juges, et surtout d'enquêteurs et autres. Et en face, il y a le tribunal, la cour même, qui est composée, je crois, de 9 magistrats qui siègent 3 ou 5 suivant les compositions et qui sont élus pour un mandat de 7 ans et non renouvelable, mais qui sont renouvelables par tiers, parce qu'il y a 2 juges qui ont quitté l'année dernière, la Kenyane et je crois que il y avait une européenne, qui sont aujourd'hui remplacées par une béninoise et un autre magistrat. Lorsque vous avez 20 ans d'expérience en tant que magistrat ou juriste ou avocat, ce n'est pas forcément, vous devez être juge, hein. C'est ça. Vous connaissez le droit pénal international, les droits de l'homme, vous avez exercé des fonctions de magistrat ou d'avocat. Je rappelle que Mme Alapini, elle est avocate au Bénin, et elle a été aussi présidente de la Commission africaine des droits de l'homme. Donc vous soumettez votre dossier par l'intermédiaire de votre État, comme
candidat étant juge à la Cour, à la CPI. Et c'est l'État, votre État, qui soutient votre candidature. Et c'est l'Assemblée des États partis. Parce que le statut de Roma a mis en place une Assemblée des États partis qui réfléchit constamment sur l'évolution de la CPI, sur le statut de Rome et sur les divers tests organisant la CPI. Et donc c'est à l'Assemblée des États partis que se fait le vote. Le dernier président de l'Assemblée des États partis est l'ancien président de la FIDH, le Sénégalais Kaba, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Et donc je crois que c'est sous son règne que Mme Alapini a été élue. Donc vous envoyez le dossier au niveau de l'Assemblée des États, d'abord au greffe de la CPI. Le dossier est transmis au niveau de l'Assemblée des États partis. Et c'est au cours, les États partis se réunissent, cette Assemblée se réunit une fois par an. C'est au cours des assises de l'Assemblée des États partis que votre dossier est traité et discuté. Et puis après, si vous êtes élu par... et on fait de la diplomatie. On fait beaucoup de démarches. Il faut rallier autour de votre candidature un certain nombre d'États pour que votre candidature puisse passer. En fait, il y a eu deux grands dossiers. Hein. Enfin, je résume, je schématise. Il y a le cas Gbagbo et le cas Jean-Pierre Bemba. Prenons le cas Gbagbo. Alors, vous êtes défenseur des droits humains. C'est ce jugement, cette incarcération de Gbagbo à La Haye, comment vous la trouvez, vous la jugez? D'abord, je suis très attaché à la présomption d'innocence, mais également au secret des procédures judiciaires. Je suis intervenu dans le procès Gbagbo dans le cadre de l'assistance des victimes, des témoins vulnérables. Et l'avis que je suis appelé à donner n'est pas un avis d'un avocat à la CPI. Parce que si j'étais avocat de Gbagbo, j'aurais eu une autre réaction par rapport à ce dossier. Et j'avoue qu'au début, je n'étais pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé sous Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et je l'ai affirmé. Vous faites allusion à son arrestation? Non. À comment il a géré les élections, comment il s'est incrusté au pouvoir après les élections et tout ça. Je n'avais pas partagé cela. Parce que tous ceux qui s'imposent contre la volonté du peuple au pouvoir sont le germe du génocide ou des violations des droits de l'homme dans tous les pays. Lorsque vous organisez des élections et que ces élections donnent lieu à des contestations, vous êtes l'auteur des suites de ces contestations. Parce que c'est vous qui avez été là quand ces élections ont été organisées. Donc, à brûle pour point, je vous dis que je n'avais pas beaucoup partagé l'attitude de Gbagbo à la suite de ces élections. Parce que la communauté internationale, maintenant, elle aussi, elle est fructiante. On en parlera lorsque nous allons parler du dossier Bemba. Ça fait partie du protocole que vous m'avez envoyé. La communauté internationale avait estimé que les élections s'étaient bien déroulées et c'est le président actuel qui était vainqueur. Et on avait offert beaucoup de portes de sortie à Gbagbo. Il a refusé, il est resté. Et il a fallu faire une intervention militaire pour le dégager. Dans ces conditions, on ne pouvait pas le laisser en Côte d'Ivoire. Si on laissait Gbagbo en Côte d'Ivoire, avec jugé après, avec la scission qu'il y avait dans la société ivoirienne, les théories auraient continué. Donc il fallait l'isoler et l'amener à La Haye. Mais avec le détachement, et surtout lorsque nous avons nos sessions et que nous suivons le procès Gbagbo, le regard de l'avocat que j'ai de ce dossier, c'est que les témoins à charge n'ont pas assez de consistance pour confondre Gbagbo, n'apportent pas de preuves suffisantes, puisque c'est un procès qui est public. Lorsque vous êtes à La Haye, vous assistez au procès, nous assistons. C'est retransmis sur la chaîne de télévision. Voilà, j'ai eu l'opportunité d'y aller plusieurs fois et de suivre ce procès. Je crois que l'accusation n'a plus aujourd'hui des preuves qu'on a semblé nous brandir devant les médias de la force des vainqueurs. À mon humble avis, il faut négocier une mise en liberté de M. Gbagbo, le faire sortir de La Haye. Ce qui est actuellement en cours, non? Ceci est actuellement en cours.
et faire en sorte qu'il retrouve un certain nombre de droits, sans que moi je ne sois plus d'avis qu'il puisse retourner pour être candidat en Côte d'Ivoire. Dans la vie politique. Il a fait 10 ans. Quand on fait 10 ans, on a passé 10 ans de sa vie à être président de la République ou à être chef d'État, il faut passer à autre chose. Chaque fois que nous refusons de passer à autre chose dans notre vie, nous commençons par avoir la sclérose et à perdre un certain nombre d'humanité, un certain nombre de valeurs et de recul devant les choses de la vie. Et on se croit parfois comme Dieu. Donc quand on a fait 10 ans comme président, il n'y a pas que ça dans la vie. On peut servir à autre chose. Donc, mais négocier qu'il soit mis en liberté, parce que les preuves s'amenuisent et ne sont pas aussi édifiantes. Ça, c'est le regard de l'avocat. Et comme je ne suis pas politique, je considère que l'avocat que je suis, et si j'étais dans le conseil de Gbagbo, c'est la bataille que nous aurons menée. Nous aurons mené une bataille pour que nous démontrions la fragilité des éléments de preuve qu'on avait contre lui et que l'on puisse le mettre en liberté pour qu'il puisse retrouver un certain nombre de libertés de mouvement, même en étant loin de la Côte d'Ivoire pour le moment et en obtenant de lui l'assurance qu'il renonce définitivement à vouloir encore aller semer le trouble en Côte d'Ivoire, qui est en train de retrouver sa stabilité et qui est en train de reprendre sa place d'éléphant de l'Afrique de l'Ouest en allant encore semer le trouble en Côte d'Ivoire. Donc, ceci dit, je pense que... Donc vous êtes pour sa liberté? Je suis aujourd'hui pour sa liberté. Provisoire ou définitive? Non, pour sa liberté et voir le procès se poursuivre. C'est cela. Mais le problème, la difficulté à la CPI, c'est que ce procès a un coût. Si on vous met en liberté, il va falloir chaque fois prendre l'avion pour revenir et tout ça. Mais Gbagbo est dans la présidence de Wengen, dans le canton qui est proche de la Haye, et il n'est pas très malheureux. Il continue pas à diriger son parti de sa prison de la Haye. Je cherche la ville, puisque chaque fois on visite cette prison, quand on est en session, on va avoir la session en septembre. Donc, je suis un peu... J'ai une position assez mitigée sur cette question. Parce que le fonctionnement de la CPI est tellement lourd que ce procès peut durer 3 ans encore. Et s'il faut le faire venir chaque fois, c'est des coûts pour la Cour. C'est ça. Il faut le faire venir, le mettre à disposition de la Cour, ou alors la Cour accélère le procès et établit sa culpabilité ou non, et on passe à autre chose. C'est ça. Voilà. Parlons du cas Bemba. Ça relaxe, après un appel, a été diversement apprécié par les défenseurs des droits de l'homme. Certains m'ont parlé d'un recul en la matière. Qu'en dites-vous? Est-ce que, à l'analyse, tout à l'heure, comme vous l'avez fait pour le cas Gbagbo, est-ce que vous pensez qu'il y avait des raisons suffisantes pour que Jean-Pierre Bemba soit relâché par la CPI? Je pense que c'est la CPI, par cette décision, a encore donné matière à ces détracteurs de mettre sa crédibilité en cause. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre pourquoi Bemba était coupable et condamné à 10 ans il y a quelques années et qu'il soit blanchi automatiquement en appel. La lecture que j'ai, parce que je suis quand même un analyste de la situation politique ou alors stratégique dans le monde, la lecture que j'ai, c'est qu'il fallait trouver un adversaire à Kabila. Ça peut aller jusque-là? Vous avez vu qu'ils sont partis à proposer sa candidature. Oui, surtout après. Aux prochaines élections. Parce qu'on s'est aperçu que les Kudam qui étaient sur place n'avaient pas suffisamment d'épaules pour affronter Kabila. Or, la communauté internationale a prononcé la fin du règne de Kabila et du système qu'il a mis en place. Sur ce plan, je suis d'avis. Non pas que Kabila n'a pas le droit d'être candidat à une élection, mais lorsque vous avez la possibilité d'aller au Congo et de voir le gâchis que le règne du système Kabila depuis son père jusqu'à lui
crée pour ce pays qui est aussi riche, il faut qu'on mette fin à cela. Mais est-ce qu'il faut pour autant sacrifier la crédibilité de la Cour pénale internationale pour le Congo? Oui. Je ne le pense pas, parce que ce qui est reproché à Bemba ne s'est pas passé au Congo, mais c'est en Centrafrique. J'ai la chance d'aller de temps en temps en Centrafrique, et les victimes des razzias, des incursions de la milice ou de la troupe de Bemba sont encore là. Et lorsque cette décision, j'ai rencontré l'un des représentants du Conseil des victimes la dernière fois à Dakar, au cours d'un atelier justement sur la justice internationale, la justice traditionnelle. Ils sont désemparés. Les victimes sont dans le trouble. Non seulement les brimades qu'ils ont vécues ne sont pas reconnues, et elles n'ont aucune chance d'avoir des dédommagements financiers ou matériels. Oui. Et cela, c'est... Donc cette libération met fin au procédé de dédommagement des victimes? Oui, parce qu'il faut que la personne soit reconnue coupable et condamnée pour qu'on prononce une indemnisation des victimes. On va maintenant imaginer par le fonds des victimes un certain nombre de je ne sais pas, je cherche le mot, Oui. on va leur donner des pécules pour les soulager, mais ce n'est pas la hauteur des condamnations qu'on aurait pu prononcer, les condamnations pécuniaires qu'on aurait pu prononcer contre M. Bemba si sa culpabilité avait été. Donc en gros, ça a été une démarche politique. Et c'est là où nous, les militants des droits de l'homme et avocats, nous sommes inquiets. Parce que si la politique s'empare de cette instance internationale qui a vocation universelle, il est à craindre que tous nos combats soient voués à l'échec et se heurtent à la réelle politique dans nos pays. Donc des ingérences jusqu'à ce niveau? Oui, il y a dû y avoir des ingérences à ce niveau. Même les États-Unis qui ne sont pas membres de la CPI n'hésitent pas à envoyer des gens à la CPI ou à interférer de manière indirecte sur ces genres de choses. Mais je crois que la communauté internationale a choisi de mettre en face de Kabila quelqu'un qui peut lui tenir tête et qui a du répondant. Parce que Bemba, non seulement il a de l'argent, il a les moyens, oui. Il a les moyens, il avait les troupes, il avait un petit territoire à lui. Donc, les autres qui pouvaient lui faire face, l'autre est en exil en Afrique du Sud, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, il est sur le territoire, mais il a perdu de terrain, et le fils de Tshisekedi n'a pas le charisme de son père, ce qui fait qu'il va falloir aller chercher quelqu'un qui a été son vice-président, qui a été en fait celui qui aurait gagné les élections contre Kabila, mais on a préféré mettre Kabila à sa place, et pour l'éloigner, on a dû ressortir les dossiers de l'Afrique, la République centrafricaine, pour pouvoir l'amener à la CPI. C'est ça. Oui, et justement, pourquoi Bemba était en Centrafrique à l'appel, n'est-ce pas, de Patassé? Alors pourquoi ceux-là même ne sont pas inculpés que c'est... Oui, la question a été posée lorsque nous étions à notre atelier d'abord, Patassé n'est plus de ce monde, oui, paix à son âme. Et la question a été posée. En fait, c'est ce qui a justifié un peu la décision. Les pro-Bemba disent, mais en fait, on a pris le problème à l'envers. Bemba n'est pas centrafricain. Bemba a été appelé par des gens pour venir faire le job, le sale boulot sur place. Mais comment se fait-il que c'est l'exécutant qu'on poursuit et non les donneurs, les commanditaires? Ça aussi, c'est la fragilité de ce dossier. Parce qu'il aurait fallu commencer par les commanditaires ou alors prendre les commanditaires et les exécutants et les amener à la CPI. Aujourd'hui, vous voyez la fragilité des preuves en matière pénale. Celui qui l'a fait venir n'est plus de ce monde, donc on ne juge pas les morts. Et
c'est aussi les arguments que les défenseurs de Bamba, dont une partie est actuellement en prison pour subornation des témoins, puisque certains avocats, certains des confrères ont dû utiliser des méthodes peu orthodoxes pour obtenir des preuves à décharge comme Bamba. On a dû les condamner à 5 ans. Ils sont actuellement à la haie en prison. Donc, ce sont ces éléments-là que les conseils, les avocats de Bamba ont utilisés pour pouvoir obtenir sa mise en liberté. À partir du moment où celui qui vous a envoyé, ou celui qui vous a appelé pour faire le sale boulot, n'est pas du tout inquiété, pourquoi on inquiète celui qui a fait le sale boulot? C'est ça. Et matériellement, on estime qu'on ne pouvait pas dire que Bemba lui-même était sur le terrain. Oui. Que ce sont ces troupes. Et on n'a arrêté aucun membre de ces troupes-là. Et que c'est lui qu'on a arrêté. Donc c'est un problème assez compliqué. En même temps qu'on pouvait arrêter le chef des milices, il fallait aussi arrêter ceux qui ont commis, puisque la procédure pénale est intuitive personnelle. Il fallait au moins identifier ceux qui ont violé les femmes, parce qu'il y a eu des viols, on a brûlé des maisons, on a amputé des gens. Ceux qui ont commis ces crimes-là, il fallait les chercher et faire en sorte qu'ils puissent accompagner Bemba dans son aventure hollandaise à la CPI. Cela ne s'est pas fait. Ce sont les fragilités, les failles de ce dossier. Parce que le dossier, au temps de Ocampo, n'a pas été géré avec tout le recul nécessaire. Et pourquoi? Parce que on veut juger des Africains avec le prisme des considérations occidentales. Parce que si vous voulez défendre quelqu'un, il faut connaître le contexte dans lequel il a travaillé. Si vous voulez le juger, il faut connaître le contexte dans lequel il a dû exercer, il a dû fonctionner. Mais les gens qui ne connaissent pas le contexte congolais, le contexte centrafricain, le contexte africain, n'ont pas suffisamment d'outils pour apprécier un certain nombre de choses. Il y a aussi ça. C'est aussi l'une des faiblesses de la CPI. Lorsque vous avez en face de vous, par exemple, on ne peut pas m'envoyer défendre un Mexicain, je ne connais pas forcément, ou un Colombien. Je ne connais pas forcément. Drogue, comment ça circule? Comment ça circule? Je ne sais pas. Je ne m'y suis jamais aventuré, donc je ne peux pas valablement le faire. C'est ça. Oui. Rencontre échange, la CPI, 20 ans après, quel bilan, quelle analyse en faire? Maître Sylvain Kofi-Atto-Benson, avocat inscrit à cette cour, et donc mon invité, c'est avec lui que nous réfléchissons sur la question. Alors, un temps, il y a eu cette cour africaine des droits de l'homme, je crois, qui s'est assiégée à Dakar, au Sénégal. Non, qui a jugé Abré. Le cas Hissène Abré. Est-ce que cette structure ne peut être permanente et permettre donc, puisqu'il y a beaucoup de faiblesses au niveau de la CPI, de s'occuper justement de nos propres clients ici, à l'intérieur du continent? Il y a une cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est installée à Arusha, qui a été créée. Est-ce qu'elle est toujours fonctionnelle? Elle est fonctionnelle puisque j'y suis allé il y a 1 an ou 2 ans avec Afang Bedi. Certains avocats y sont inscrits. Mais la faiblesse de cette cour, c'est que lorsque vous ratifiez la charte de cette cour qui a été signée à Ouagadougou, au Burkina Faso, lorsque vous êtes l'État signataire, vous devez faire une déclaration spéciale pour dire que vous autorisez les citoyens de votre pays et les associations de la société civile à saisir cette cour. Sur la vingtaine de pays qui ont ratifié l'accord de Ouaga, 5 à peine ont signé cette déclaration. Ce qui fait que si un État ou la Commission africaine des droits de l'homme ne saisit pas cette cour, vous ne pouvez pas vous ne pouvez jamais avoir votre cause entendue devant cette cour. Soit c'est les États, la Côte d'Ivoire qui peut dire, bon là, il y a eu des violations des droits de l'homme sur des Ivoiriens au Togo. La Côte d'Ivoire saisit la Cour africaine des droits de l'homme. Ou alors, vous, en tant que victime, vous adressez votre dossier à la Commission africaine des droits de l'homme, qui saisit à son tour la Cour africaine des droits de l'homme. Et comme vous connaissez le fonctionnement aussi bien de nos États, les uns vis-à-vis des autres, parce que nous avons des dirigeants qui sont connectés, qui sont interconnectés entre eux, et qui fonctionnent de manière à se pérenniser au pouvoir ou à garder leurs privilèges et ainsi de suite, et à couvrir les cours prétoriennes qui les entourent, il est extrêmement difficile qu'un chef d'État décide d'envoyer un autre chef d'État d'un pays africain devant cette cour.
Et quand on voit le fonctionnement de la Commission africaine des droits de l'homme, qui est empêtrée dans l'administratisme, c'est-à-dire que c'est très administratif, très tatillon. Ce n'est pas il y a beaucoup de lenteur. Il y a beaucoup de lenteur. C'est extrêmement difficile que la Commission africaine des droits de l'homme puisse se saisir de vos cas pour aller. La seule juridiction qui fonctionne normalement aujourd'hui dans la sous-région africaine, c'est la Cour de la CEDEAO à Abuja qui fonctionne, mais qui aujourd'hui aussi est confrontée à la colère des chefs d'État qui estiment que bon, cette cour, nous l'avons créée pour servir d'outil. Elle a eu à condamner l'État sénégalais dans l'affaire... Dans l'affaire, oui, elle a condamné le Togo dans beaucoup de dossiers, a condamné le Niger, a condamné le Mali. J'ai eu le privilège d'avoir plaidé devant cette cour. Cette cour a plus ou moins beaucoup de crédibilité. Mais elle a de l'avenir. Ça me paraît possible d'avoir de l'avenir. Mais aux dernières nouvelles, on a appris qu'on voulait diminuer le nombre des juges parce que la CEDEAO est en train de faire une cure d'amaigrissement financier et donc toutes les institutions de la Commission ou de la CEDEAO sont en train de subir un certain nombre de restrictions budgétaires et la Cour est certainement peut être également emportée par cela. Et cela est assez dangereux pour les libertés parce que cette Cour a eu l'avantage d'écouter les associations de défense des droits de l'homme, même les partis, parce que nous avons saisi cette Cour-là à travers, pour le compte de nos clients individuellement, ce qui n'est pas possible à la Cour d'Arusha, à la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, pour que les Africains cessent de crier haro sur la CPI, il faut qu'ils renforcent les instruments régionaux qu'ils ont, la Cour africaine des droits de l'homme. Il faut qu'on enlève cette obligation de faire une déclaration spéciale préalable. Il faut l'enlever. Il faut donner beaucoup de moyens et de visibilité à la Cour de la CEDEAO. Et au temps de Mme Nana Awa, il y avait même elle organisait des audiences dans les autres pays. Elle délocalisait les audiences de la Cour. Il faut que ces cours-là aient une certaine visibilité. Si les Africains sont heureux, sont satisfaits des mécanismes régionaux qui sont à leur disposition, ils peuvent se passer de la CPI qui est aujourd'hui, on s'en dit en passant, qui est aujourd'hui entre les mains des Occidentaux. Puisque la plupart des avocats qui sévissent là-bas, qui travaillent là-bas pour des prévenus africains, sont des Français, des Anglais, des Canadiens. Très peu d'Africains sont sollicités. Alors que devant la Cour africaine des droits de l'homme, on aura beaucoup d'Africains qui vont aller, voilà, il y a beaucoup, à la CEDEAO également, il y a beaucoup. Donc il faut aujourd'hui que les Africains prennent leur destin en main, en se dotant d'institutions fiables, crédibles, non pas des institutions où les gens y vont parce qu'ils vont représenter quelqu'un, ils vont défendre les intérêts d'un pays ou d'un système, mais qui vont défendre le droit et la justice. À partir du moment où on est imbu, on est imprégné de la vertu de la justice et de la défense des libertés, eh bien, on fait sérieusement son travail. Donc, il faut que les Africains deviennent sérieux, que l'Union africaine cesse d'être un rendez-vous des chefs d'État qui vont pour en tenir des décisions de saupoudrage et qu'ils cessent et qu'ils ne s'occupent pas des questions réelles. Lorsqu'on défend, on assoit des conditions réelles de liberté dans un pays, on permet aux citoyens de saisir la justice facilement, sans beaucoup dépenser d'énergie financière et naturelle, on se met soi-même à l'aise. Lorsque les gens sont libres dans votre pays, ils ne vous demandent rien. Lorsqu'ils ont les droits appropriés, ils peuvent aller se soigner facilement. Ils peuvent aller à l'école facilement. Et lorsqu'ils parlent, ils n'ont pas de rétorsion derrière. On vous laisse tranquillement. C'est ça. C'est ce que nous demandons aux Africains. Au lieu de crier haro, au lieu de se jeter à bras raccourcis sur la CPI, il faut qu'eux-mêmes créent des conditions idoines, les meilleures conditions pour la Cour africaine des droits de l'homme et les juridictions régionales. Il y a la Cour de l'Afrique de l'Est également, qui est là-bas. Il y a la Cour de la CEDEAO.
on ne parle pas de la Cour de la CEMAC, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Donc il faut qu'on leur donne les moyens de se développer et de travailler sérieusement. Vous avez parlé de quel autre pays qui n'est pas signataire du traité de Rome. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui peuvent pousser l'État togolais à adhérer à ce traité de Rome? Non, ça c'est de la volonté politique. Pure et simple. Oui, c'est parce que le gouvernement peut juger utile, soit par un effet d'entraînement, soit par la volonté du chef de l'État de sortir d'une particularité ou d'une spécificité de notre pays pour dire, ben, écoute, on va rentrer dans le mouvement. Et le ministre des Affaires étrangères envoie les documents de ratification pour pouvoir adhérer. Lorsqu'on n'a pas signé un traité, on y adhère et après, par l'effet de la ratification par l'Assemblée nationale, on devient membre de ce traité. Donc je crois que il est temps que nous puissions rentrer dans... Puisque nous avons aujourd'hui pris en compte et intégré dans notre code pénal toutes les incriminations internationales, la torture, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ce sera de plus forme d'être membre de la CPI, parce que ça permet aux Togolais d'avoir accès à un certain nombre de choses, de pouvoir intégrer le personnel de la CPI, de pouvoir faire quand vous allez là-bas, vous voyez que les Européens, les Sénégalais, les Congolais, nous sommes des enfants pauvres. Il faut ouvrir les possibilités pour les Togolais d'aller exercer leurs compétences à l'étranger pour donner un certain rayonnement de notre pays à l'étranger. Ouais. À la lumière de toutes ces faiblesses, ces forces, ces insuffisances que vous avez observées et remarquées sur ce plateau, quel avenir pour la CPI? Alors, est-ce que c'est une instance appelée à demeurer dans le temps ou bien qui touche déjà à ses limites et à sa fin? La CPI reste cette épée de Damoclès, parce que quoi qu'on dise, elle fait toujours peur. Elle fait toujours peur lorsque vous êtes un apprenti violateur des droits de l'homme, un apprenti tortionnaire, et qu'on vous dit qu'on va vous déférer à la CPI, vous avez quand même un peu de réserve. Vous demandez qu'à tout moment, on peut vous choper dans un aéroport et vous envoyer à la haie. Donc, ça fait quand même peur à des gens qui en ont conscience. Mais des gens qui s'en fichent, qui se disent que nous sommes éternels, on ne nous poursuivra jamais, ils se mettent dans la position de ne rien faire. Donc, pour que la CPI, je crois que la CPI doit demeurer cette épée de Damoclès permanente sur la tête des violateurs des droits de l'homme. Mais ce qui fera perdre la CPI son importance, c'est la capacité de nos pays à juger les auteurs. C'est la capacité de notre continent à créer des structures appropriées, semblables, mais efficaces pour juger. Parce que les violations des droits de l'homme ne cesseront jamais tant que nous aurons des esprits mal éclairés, des gens qui se prennent pour les dieux de leur peuple. Ça ne cessera jamais. Nous avons toujours en nous un instinct de nuisance et une propension à nous imposer. Et lorsqu'on ne nous écoute pas, on veut utiliser la force. Et lorsque la force se met au service du pouvoir, il y a toujours des violations des droits de l'homme. Mais lorsque nous créons les conditions, la CPI disparaîtra d'elle-même. Si les pays ont créé des conditions pour que les juridictions nationales ne soient pas des juridictions à la botte ou à la merci des pouvoirs exécutifs, mais des juridictions qui sont à même de dire non, nous n'acceptons pas l'instruction que vous nous donnez, nous n'acceptons pas l'ordre que vous nous donnez. Vous avez le militaire, l'officier a commis le crime, nous allons le poursuivre, nous allons le mettre, nous allons le condamner. À partir du moment où ces juridictions ont les conditions appropriées et des juges assez convaincus aux questions de liberté, je crois que la CPI va disparaître d'elle-même. Les gens ne saisiront plus la CPI. La CPI ne viendra plus sévir dans nos pays. C'est ce qu'on demande à nos dirigeants. Donc, en gros, pour faire le bilan de la CPI 20 ans après, c'est un bilan mi-figue, mi-raisin, parce que la CPI n'a pas eu beaucoup de moyens à ses débuts pour fonctionner. Et lorsqu'elle a atteint sa vitesse de croisière, elle s'est heurtée à des querelles politiciennes, à des querelles entre les continents pour placer des gens, et donc à des querelles de personnes, et également à la lourdeur de son fonctionnement. Son administration. Oui, parce que la réforme de l'ONU
doit également concerner la CPI pour que la CPI puisse aujourd'hui être cette juridiction universelle. Parce qu'il s'agit de l'universalité de la juridiction qui poursuive toute personne, d'où qu'elle se trouve, d'où qu'elle vienne, où qu'elle se trouve. À partir du moment où la CPI aura repris les valeurs qui ont été le ciment de sa fondation et on lui aura donné les moyens de jouer ce rôle-là, la CPI sera efficace et fera reculer suffisamment l'impunité dans beaucoup de pays. Mais je continue et ce sera peut-être le dernier mot que je dirai. Je préfère qu'on continue par poursuivre les Africains. Lorsqu'on aura fait on aura débarrassé notre continent de ces apprentis violateurs des droits de l'homme, eh bien, nous serons suffisamment forts pour demander qu'on poursuive les autres. Ça. Nous ne sommes pas crédibles pour demander qu'on poursuive les Sarkozy et autres parce que nous-mêmes, nous n'avons pas balayé devant notre porte. Nous ne sommes pas propres. Nous avons les mains tachées de ça. Lorsque les Africains se prendront au sérieux, et je dirais cela en finissant, que nous sommes en train de crier que c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. C'est faux, c'est la France qui a gagné la Coupe du Monde. Parce que si Pogba vient jouer au Togo, il n'aura pas les mêmes performances qu'il a. Donc c'est que nous, les Africains, il faut qu'on se prenne en charge, qu'on se prenne au sérieux et qu'on devienne des gens sérieux, des gens engagés, des gens qui aiment leur continent, qui aiment leur pays. À partir de ce moment-là, on n'aura même pas besoin de la CPI. C'est cela. Ben, ce n'est pas votre dernier mot. Le dernier mot, c'est à moi. Alors, dites-moi, nous sommes à 2 semaines de cette réunion de la CEDEAO, qui est considérée, dans l'opinion, comme une réunion cruciale devant tant que décider de la vie de notre pays. Quel espoir, quelle crainte dans cette réunion sur la crise togolaise? Très rapide. Vous m'avez reçu ici en décembre, je vous ai dit que la crise togolaise ne sera réglée que par les Togolais eux-mêmes. La CEDEAO peut donner des recommandations. La preuve, la CEDEAO a condamné plusieurs fois notre pays, a rendu des décisions contre notre pays qui ne sont jamais exécutées. On a rendu des décisions dans ce pays pour libérer des gens, pour indemniser des gens. Soit on a mis du temps pour les indemniser, soit on n'a même pas réussi à les faire sortir. La CEDEAO nous donnera la voie à suivre. La CEDEAO voudra nous inscrire désormais dans le mouvement global de la mondialisation, de la démocratie et de la liberté. C'est parce que les gens sont libres aujourd'hui qu'ils fabriquent des produits qu'on nous envoie. C'est parce que Singapour, les gens ont une certaine liberté. La CEDEAO nous montrera la voie de la liberté, la voie de la sagesse, la voie de l'obligation de créer des conditions normales pour la démocratie et pour l'alternance pour ceux qui en parlent. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas le recul, l'élévation nécessaire, si nous ne trouvons pas en nous la conscience qu'est Dieu, ce Dieu qui est en chacun de nous, si nous n'écoutons pas sa voix, nous piétinerons les décisions de la CEDEAO. Il faut que nous nous arrêtions, que chaque soir, nous rentrons en nous-mêmes, en notre temple intérieur, pour nous dire, est-ce que nous avons suffisamment servi notre conscience et les libertés des autres? Est-ce que nous avons réussi à rendre possible la mission que nous avons reçue de Dieu, qui est de faire du bien, de professer du bien, de garantir la liberté des autres, de garantir le bien-être des autres? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la CEDEAO pour que nous soyons bien soignés lorsque nous sommes malades? Que nos enfants ne soient pas sans dans une salle de classe, que nous puissions rouler, manger à notre faim? Est-ce que nous avons besoin de la CEDEAO pour que les produits que nous exportons soient vendus à leur même prix et que les flux de cette transaction puissent profiter au développement de notre pays? Si nous réussissons à faire ce travail sans parti pris, sans considération d'origine ou de partisane, parce que moi je n'ai pas de parti. Mon parti, c'est mon peuple. Mon parti, c'est mon pays. Son bien-être. Son bien-être. C'est le bonheur des autres. Le regard, le sourire que je dois avoir chaque matin quand je me lève, les gens autour de moi qui soient aussi heureux, qu'ils aient la conviction, la joie, ça peut marcher. Sinon, les gens de la CEDEAO vont venir ici, ils vont donner des recommandations. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu,
si nous n'avons pas suffisamment en nous le recul nécessaire pour dire que, à un moment donné, lorsque le peuple dit quelque chose, même si ce n'est pas tout le peuple, s'il y a une partie du peuple dit quelque chose, il faut tenir compte de cela. Parce que on peut vous dire que vous êtes un bon chef. La seule fois que quelqu'un dira il est un bon chef, mais il faut tenir compte de ce mais. Et c'est de ce mais-là qu'il s'agit pour notre pays. Il faut l'enlever pour qu'on ne dise jamais il est un bon chef, il est un bon président, un bon ministre, un bon avocat, mais. En tout cas, moi je travaille à ce qu'on ne dise plus de moi, mais. Parce que pour moi, chaque jour est une vie. Travaillant à la beauté de la vie. Merci. Vraiment le dernier mot, ça m'intéresse. Et donc, c'est entendu vivement que cela soit et que le peuple, n'est-ce pas, aspire à cette liberté et qu'il souhaite tant. C'est la fin de cette rencontre. Je rappelle qu'il a été question de 20 ans de la CPI et Maître Sylvain Kofi Ato, médecin avocat, donc inscrit à cette cour, a été mon invité. Merci à vous. On vous retrouve la semaine prochaine pour 2 réflexions. Au revoir et à très vite.